bienvenue au troisième grand rendez-vous économique de l'année 2024, le mois de janvier, comme vous savez, réservé à ces grands rendez-vous. Après avoir reçu le grand argenté de la nation, M. Boisvert, ensuite le gouverneur de la Banque centrale, M. Gabriel. Donc il y a des changements de ministre, mais au niveau du secteur privé, on n'a pas encore eu de changement. Pierre-Marie Boisson, merci de répondre à cette invitation. Ça doit faire plus de 10 ans maintenant. C'est vraiment, encore une fois, tout un honneur pour moi d'être à cette table avec tous ces grands, pour les grands rendez-vous. C'est vraiment un plaisir pour moi, encore une fois, après beaucoup d'années, je ne les compte plus, d'avoir ce privilège de me retrouver à ta table. Donc ce sera vraiment avec plaisir que je saluerai ou je continuerai à dialoguer avec tes auditeurs et téléspectateurs pendant 1 heure de temps ou peut-être plus. Dois-je dire gracieusement, il est toujours disponible pour répondre à cette invitation. Troisième rendez-vous. Un plaisir. Après les rendez-vous du gouverneur et bien sûr du ministre des Finances. 5e année consécutive de contraction du PIB, on va en parler. On a pris un engagement l'année dernière puisqu'il y a tellement de sujets de séparer l'émission du janvier et on a eu notre émission en mi-année. Donc, on n'aura pas vraiment à se concentrer sur l'aspect international, mais comme vous savez, comme économiste, le reste du monde, particulièrement pour Haïti, on ne saurait l'ignorer. Un survol rapide de la situation économique mondiale. D'abord, je rappelle, Christian, qu'il y a 1 an, pratiquement la majorité de tes interlocuteurs parlaient on attendait une récession. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu très forte inflation dans l'année qui avait précédé. Okay, un début de forte inflation qui était due en grande partie au choc d'offres créé par l'après-Covid. Et on s'attendait à une récession parce qu'on avait une forte inflation. Donc pour contrecarrer cette forte inflation, la Banque centrale américaine et les banques centrales en général, les pays de CDE, avaient opéré une montée spectaculaire des taux d'intérêt. Spectaculaire. Qui a même failli provoquer des problèmes dans le système bancaire américain et ailleurs. J'avais moi-même, dans la deuxième émission qu'on a faite, je t'avais dit que je n'étais pas trop inquiet de cette crise soi-disant financière, mais c'est clair qu'elle avait frappé une bonne partie, enfin un nombre assez important, plusieurs centaines de banques aux États-Unis et qui avait une crainte légitime que ceci provoque aussi, accélère les tendances à la récession. Au lieu de ça, et ça vraiment, et je le dis, je le rappellerai que je n'étais pas de cet avis, que j'avais même fait des prévisions écrites, que nous allions avoir une croissance cette année et probablement l'année prochaine. Mais l'année a été extraordinaire. Quel que soit ce qu'en pensent les Américains. Premièrement, la fameuse inflation a été réduite mondialement, d'ailleurs. L'inflation a été réduite de beaucoup, hein, mais pas d'autant. Plus de 10%, après de 3% maintenant. Oui, alors ça, c'est les États-Unis. Bien qu'on atteigne quand même 2%. 3%, et je dois te dire que j'ai lu, avant de venir ici, il y a à peine hier, je pense, je lis régulièrement la revue Axios, qui d'ailleurs relaye toute une série de grandes maisons financières, comme par exemple Goldman Sachs, qui s'attend même à... Il y a même une crainte, il y a même un scénario où l'inflation pourrait passer en dessous de 2% dès le mois de mai. Ça, c'est Goldman Sachs, repris par Axios. Quelle est la logique de ça? L'un des principaux indicateurs que regarde la Federal Reserve pour jauger l'inflation, ce n'est pas l'indice des prix à la consommation, c'est l'indice de dépenses personnelles, Personal Expenditure Ratio, qui est passé en novembre d'une moyenne annuelle, le mois précédent, de 7%, et c'est descendu à 2,6% en un mois. En un mois. Donc, ça veut dire qu'il y a une correction qui se fait. Cette correction, pour moi, ne peut ressembler qu'à le choc d'offre. C'est-à-dire il y a des contraintes à la circulation de biens et services, à l'offre de services mondiale et aux États-Unis, qui sont en train tout doucement de se corriger. Donc, il y a une baisse de l'inflation. Et cette baisse de l'inflation pourrait même atteindre un niveau inquiétant parce que la déflation est plus inquiétante que l'inflation. Bon, maintenant, ceci étant dit, à part l'inflation, de quoi parlons-nous? L'économie mondiale a cru l'année précédente, c'est-à-dire l'année 2022, elle a cru à 3,5%, ce qui était une croissance relativement robuste. Elle a cru encore à 3% cette année. Okay? Et elle est prévue croître encore à 3% l'année prochaine, 2,9%. Donc, il n'y a pas beaucoup de crainte chez aujourd'hui, par exemple, le Fonds monétaire international, d'avoir une autre récession. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais ça veut dire que ce n'est pas dans les prévisions majeures. Maintenant, donc, il y a eu non seulement croissance, mais aux États-Unis, il y a une croissance de 2,1%, qui pour les États-Unis, ce n'est pas 3%, mais c'est une croissance bien supérieure à la croissance de la population.
Les États-Unis aussi ont un taux de chômage qui est parmi les plus faibles jamais connus par les États-Unis, à 3,7%. 3,7%. Les États-Unis ont créé une moyenne de 200 000 emplois par mois. Ils ont créé l'année dernière 2,4 millions d'emplois. OK? Et ces 2,4 millions d'emplois, on a terminé l'année en apothéose, puisqu'il y a, encore une fois, au niveau de la création d'emplois, le rapport est sorti, je crois, ce matin. Hein? Oui. Et 216 000 emplois en décembre, ce qui est un record. Maintenant, je vais plus loin. Une bonne partie des gens, quand ils regardent l'économie américaine, regardent le stock market. Bon, le stock market, écoute, c'est pas photo. Hein? C'est-à-dire que le Dow Jones Industrial Average, qui est la moyenne de très plus grosses compagnies qui sont inscrites à cet indice-là, a augmenté de 13,6%. Donc, c'est à peu près le taux de return normal. Mais ce taux de return maintenant des valeurs en fonds propres, c'est-à-dire des equities, pendant l'année a augmenté de 23%. Le Nasdaq, qui est un indice chargé de valeurs technologiques, a augmenté de 43% pendant l'année. Donc, une performance remarquable. Maintenant, c'est vrai que les Américains n'ont pas encore ressenti ça, et donc, dans les intentions de vote, ce n'est pas encore là. Mais bon, les intentions de vote, le vote n'aura pas lieu pas avant 10 mois. Donc, attention, ça peut changer rapidement. Bon, maintenant, ceci étant dit, on ne fait pas de politique là. Les chiffres de l'économie mondiale sont là. Est-ce que c'est bon partout? Non, ce n'est pas bon partout. Par exemple, l'Allemagne souffre. L'Allemagne a une économie en récession l'année dernière, enfin l'année 2022. 2023, ce sera probablement une stagnation. Il y a, le fonds prédisait 0,5%, enfin 0,5%. Mais quand on regarde les rapports les plus récents, bon, pourquoi l'Allemagne ne performe pas bien? Pour deux raisons. Parce que l'Allemagne a une forte dépendance de la Russie en matière d'essence. Donc le fait que la Russie ait la guerre avec l'Ukraine, et la Russie a menacé et mis à exécution quasiment une caténation sur le gaz qui s'en va en Allemagne, ça a ralenti l'industrie en Allemagne. Okay? Donc les coûts de l'énergie ont monté, ont été très élevés, et les coûts de l'énergie ont comprimé la consommation aussi. Non seulement comprimé l'industrie, mais la consommation. La deuxième raison, c'est que, lié aussi à la guerre, le déficit budgétaire en Allemagne a été de plus de 2%. Donc l'Allemagne a une tendance en général à rapidement réagir contre un déficit budgétaire élevé. C'est connu depuis Angela Merkel, depuis les gens avant, parce qu'ils ont une peur de l'inflation historique. Donc l'Allemagne, les efforts pour ralentir l'inflation, donc pour ralentir le déficit budgétaire, se sont traduits par un ralentissement de la consommation. Maintenant, tu as aussi l'Angleterre qui est barely going. Pourquoi? Parce que l'Angleterre souffre encore des retombées du Brexit et de tout ce que ça a créé comme désordre politique chez eux. Ensuite, l'Amérique latine a ralenti aussi. Mais ça, c'est sans surprise parce que les nations en Amérique latine et en Afrique sont très fortement dépendantes des exportations de denrées. Tu prends un cas comme l'Argentine. Aujourd'hui, l'Argentine, c'est l'exportation de viande, de soya, etc. Eh bien, les prix des commodities, cette année, ont reculé de 16%. Et en grande partie, pourquoi? Parce que certaines nations qui sont très fortement, qui ont une très grosse population, notamment la Chine, sont en fort ralentissement. La Chine a ralenti d'une moyenne de 8% avant le Covid, et même la première année de Covid. Aujourd'hui, elle est à 5%. Ralentissement de 8 à 5% pour la Chine, ça a des effets, ça a des répercussions mondiales, dont sur les pays d'Amérique latine, puisque ces pays lui exportent des denrées, dont sur les prix du pétrole, qui malgré les troubles au Moyen-Orient, aujourd'hui, les prix du pétrole aujourd'hui sont plus faibles qu'ils étaient au début de la guerre de l'Ukraine. Et quand on a fait le premier ajustement des prix à la pompe en Haïti, je me souviens toujours de ça, c'était le pétrole, le baril de pétrole était aux alentours de $70. Il est aux alentours de $73 aujourd'hui. Il avait monté à 90 avant la guerre. Mais bon, aujourd'hui, il est très faible. Ça comprime un petit peu l'économie russe. Mais bon, l'économie russe ne se porte pas trop mal. Peut-être pas nécessairement pour le bonheur du reste du monde. Mais bon, ils dépensent tout leur argent dans la guerre, ou bien pour les oligarques. Mais ceci étant dit, l'économie mondiale subit certains dommages qui ont des répercussions à l'intérieur d'un panorama global qui est positif. L'une des choses qui améliore, par exemple, la croissance, même si la croissance est plus faible en Europe qu'aux États-Unis, mais elle est quand même fortement favorisée par la reprise des voyages. Après le Covid, on a un niveau de tourisme extrêmement élevé. Bon. Et ceci a favorisé, par exemple, l'économie espagnole, qui aujourd'hui va très bien. Maintenant, ça, c'est les bons côtés. Il y a deux problèmes dans le monde. Et tous ces problèmes ont un impact sur Haïti. Pas vrai? Il y a un premier problème qui s'appelle la crise de la démocratie à travers le monde.
Depuis des années, nous en parlons, toi et moi. Cette crise se traduit par un certain nombre de gouvernements qui remettent en question les institutions démocratiques. Pas seulement les gouvernants ou les gens importants, comme par exemple c'est le cas en Hongrie ou bien... Non, mais les institutions démocratiques. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique subissent une crise de la crédibilité de leurs institutions. Et ça, c'est une menace directe à la démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas d'avoir des élections seulement. C'est d'avoir un état de droit et d'avoir des institutions. Aujourd'hui, quand vous avez un président qui est un candidat populaire, un ancien président, un candidat populaire, qui va aux élections dans moins d'1 an et qui a 91 chefs d'accusation en 4 ou 5 procès, dont 4 procès criminels, c'est une chose qui doit poser beaucoup de questions, d'autant plus qu'on sait qu'à travers le monde, ce n'est pas un homme qui est très populaire, pas vrai, dans les nations ou qui commerce avec les États-Unis. Donc, et ce qui se passe dans le plus grand pays, la plus grande économie au monde, qui est 76 600 $ par tête d'habitant, c'est un pays très riche, pas vrai? Mais c'est aussi en Afrique. Dans les 2 dernières années, il y a eu 13 coups d'État. Les institutions démocratiques sont remises en question partout. Donc, il y a une crise de la démocratie, et cette crise de la démocratie s'alimente aussi de faiblesses au niveau de certains aspects légaux. Par exemple, la Constitution américaine privilégie de plus en plus les minorités, puisque à la représentation d'un, par exemple, le Sénat américain, qui décide qui sont les gens qui vont aller dans la Cour suprême, par exemple, ah ouais, puisque c'est lui qui doit approuver, le Sénat américain est de plus en plus concentré, le pouvoir du Sénat est concentré dans les États qui sont petits et qui sont au milieu des États-Unis. La Californie, qui serait la 5e plus grosse économie au monde si elle n'était pas aux États-Unis, aujourd'hui a 2 sénateurs. Mais l'Arkansas a 2 sénateurs. Le Utah, tous ces États-là ont 2 sénateurs chacun. Or, n'ayant 2 sénateurs chacun, ça influence leur représentation au collège électoral qui maintenant élit le président de la République. Donc le président de la République a tendance de plus en plus à être un monsieur qui n'a pas le vote populaire. Ça a été le cas, par exemple, de Donald Trump. Il y avait 7 millions de personnes en plus qui avaient voté, 3 millions de personnes en plus qui avaient voté pour Hillary Clinton, mais c'est lui qui a été président. Et ça risque de se répéter. Pourquoi? Parce qu'on ne choisit pas le gouvernement américain sur la base de combien d'Américains votent pour lui. On le choisit sur la base d'un collège électoral qui lui-même est une moyenne en termes de représentativité des sénateurs et des députés de cet État-là. Or, les sénateurs ont un petit État ou un grand État, le même nombre de sénateurs. Donc, encore une fois, il y a un problème sérieux au niveau du fonctionnement des institutions. Et pour remettre en question, pour avoir un amendement constitutionnel aux États-Unis, il faudrait qu'on ait 2 tiers de chambres. Mais si une des chaînes commence à être de plus en plus minoritaire, bon, ça crée un problème. Donc voilà un peu. Et moi, je dirais que l'autre problème, avant de fermer sur cette parenthèse, c'est le problème de la migration. Ah oui. Alors on appelle un problème, moi je l'appelle une opportunité. Qui va être un facteur quand même dans les prochaines élections. Parce que comme tu sais, je rappelle une chose, la migration, ce n'est pas seulement le fait qu'il y a des pays pauvres qui ont des situations déplorables, comme c'est le cas d'Haïti, et qui envoient des migrants. On oublie que ces migrants, quand ils arrivent aux États-Unis, sont absorbés par l'économie américaine et ils travaillent. Ça veut dire qu'il y a une demande pour ces gens-là. Donc ce n'est pas seulement l'offre qu'il faut voir avec les efforts ou les risques que prennent les gens pour migrer, il y a aussi la demande. Or, cette demande s'accélère d'un phénomène mondial qui est le vieillissement des populations. C'est la baisse du taux de natalité accompagnée d'une augmentation de l'espérance de vie à la naissance. Ça veut dire que, les gens qui ont l'âge de travailler deviennent de moins en moins nombreux par rapport à la population totale. Dans des pays comme les États-Unis moins. Mais disons l'Europe, prends le cas de la Corée du Sud, qui est une économie florissante, pas vrai? Mais la Corée du Sud a une natalité qui est la plus faible au monde. 0,8 enfants par femme, par ménage, alors que le taux de remplacement de la population serait de 2,1. La Chine aujourd'hui a ce problème aussi. La Chine a à peu près 1,2 enfants par ménage, ce qui veut dire que la Chine ralentit parce qu'elle devient de plus en plus vieille. Ne parlons pas du Japon, hein? Nous ne parlons pas du Japon. Yep. Ça ralentit le taux de croissance de la population, qui est une composante du taux de croissance de l'économie. Et ralentissant ceci, dans un moment où l'espérance de vie à la naissance augmente à grands pas. Donc, il y a de plus en plus de vieux. Donc, le pourcentage de la population qui a plus de 60 ans augmente dans ces pays-là.
Mais augmentant dans ces pays-là, ça donne une demande d'utilisation d'épargne. Qui est-ce qui sont les épargnants? Les gens qui travaillent. Mais si ces gens-là deviennent de moins en moins nombreux dans l'économie, qui va les remplacer? On peut faire des incitations comme on le fait en France, même en Chine. Ils viennent de passer une loi là en France. Mais c'est très difficile. La France a un certain degré de succès. Mais ça n'empêche pas que la France, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, sont obligés, sont condamnés, même s'ils ne le disent pas dans leur langage politique, à accueillir des migrants pour corriger ce déficit d'offres de main-d'œuvre qui aujourd'hui va créer de l'inflation, va créer des problèmes et va créer des déséquilibres et va créer un ralentissement de la croissance. La migration est un phénomène nécessaire, mais elle s'accompagne de bouleversements politiques très importants et même de drames humains. Puisque quand on regarde ce qui se passe à la frontière sud des États-Unis, c'est un gros problème. Maintenant, c'est un problème qui a des ramifications politiques. C'est un problème qui a des ramifications politiques en Haïti. Voilà, merci pour... Et puis, tu peux me poser des questions sur ça. Bon, oui, c'est cet environnement. De Milei, qui est vraiment... de l'Argentine. Mais on aura le temps de le faire, c'est sûr. Dans un monde très volatile, incertain, ambigu, complexe. Donc, c'est ce monde, c'est pas seulement Haïti. Hein. Et c'est pas seulement Haïti. Il fallait voir cet environnement. On atterrit sur Haïti qu'on y a là. Et contraction, nous étions à moins 1,5%. Alors, la prévision était de 0,4% en début d'année. Le gouvernement a corrigé en fin d'exercice fiscal à moins 1,5%. Et finalement, l'IHSI nous donne moins 1,9%. Pierre-Marie Boisson, 5 années consécutives, destruction de richesse de 2% par année. De 10%, pendant que la démographie a augmenté. Donc, tout déséquilibre ça que nous avons économique, est-ce qu'on est capable de prévoir? Avant de commenter sur les 2%, je vais le faire. Mais allons dire une réalité que ce n'est pas la première fois que je te l'aurais dit. Le PIB mesure mal la richesse haïtienne. Elle mesure. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées par les différents secteurs de l'économie pendant une année. Ça veut dire que si tu as une usine textile qui produit, les usines textiles en gros, qui produisent $1 milliard américains, ce $1 milliard américains a 500 millions de PIB là-dedans. Pourquoi le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est pas la valeur du bien qui a été produit par l'industrie, c'est combien de salaires ont été versés, combien de profits ont été versés, combien de terres ont été utilisées, combien de facteurs de production locaux valorisés au prix de marché ont été utilisés. Quand on regarde ça sur ça, à quoi sert ce PIB-là? Le PIB, ce sont des revenus, c'est une production. Ça sert à ce que les gens consomment. Ils consomment, donc ils achètent de la nourriture, ils achètent des vêtements, ils achètent ceci, ils achètent cela. Mais si tu, au lieu de produire $100 en Haïti, tu envoies $100 en Haïti, c'est la même consommation. Donc, au fil des ans, et je l'ai démontré dans des graphes mouvementants à 40-50 ans en arrière, ce qui augmente vite, ce n'est pas le PIB, c'est les transferts. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas un pays qui sait créer de la valeur, pour diverses raisons, à travers l'économie privée, les investissements, la production. Donc les gens, quand ils sortent de là, parce que la zone rurale se paupérise pour des raisons évidentes, l'érosion, des démographies galopantes, morcellement accéléré, perte de productivité agricole. Donc ces gens viennent en ville. Mais quand ils viennent en ville, ils ne trouvent pas de quoi travailler. Parce qu'il y a un État, il y a une société qui ne leur donne pas, qui ne crée pas des opportunités d'emploi. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir. Partant, et je vais te donner un chiffre, que ce n'est pas la première fois que je le donne. Si on remonte 40 ans en arrière, nous sommes en 2024. Remontons en 1984. C'était la dernière année ou l'avant-dernière année de l'administration des 29 ans des Duvalier. J'ai un rapport qui a été écrit sur cette année-là, qui a été écrit en 1985, auquel j'ai participé indirectement parce que j'étais au ministère des Finances. Et j'étais liaison avec la Banque mondiale. Je l'ai rencontré. Donc on a ce rapport jusqu'à présent, le brouillon de ce rapport est chez moi. 85 millions de dollars, c'était la taille
des transferts de la diaspora. 85 millions. 85 millions. 1984. Et on expédiait 40 millions à l'étranger. Ça veut dire qu'en net... À travers quelle opération? Non, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de gens qui vivent en Haïti, comme c'est le cas actuellement. Oh, ok. De mouvement de capitaux. Des transferts sortants. Donc les transferts rentrent, ces transferts sortants, c'est ce qui reste dans l'économie. Il reste dans l'économie. Ça n'est après 40. Ce qui restait dans l'économie, c'était 45 millions de dollars. Qu'est-ce qui reste dans l'économie en faisant la même opération en 2023? 3 milliards. 3 milliards. 45 millions, 3 milliards. 40 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ça, quand les gens reçoivent des transferts, ils vont avec. Ils dépensent. Ils dépensent, ils mangent, ils paient l'école. Ils font la même chose que ferait n'importe quel générateur de revenus dans une économie. Donc ceci fait tourner l'économie. Et no wonder que ça va en bout de ligne se transformer en une importation. D'où le fameux déficit commercial. Parce que automatiquement que vous voyez ces transferts augmenter, vous allez voir les importations augmenter aussi. Mais quand ces importations augmentent, c'est le mécanisme de commerce de ces importations-là qui crée le plus d'emplois dans l'économie haïtienne. C'est lui qui crée des emplois. Donc, et le secteur du commerce est beaucoup plus gros en matière d'emploi et en matière de génération de valeur ajoutée, même si la valeur ajoutée unitaire de chaque business est petite, mais aggloméré, aujourd'hui, le secteur des services haïtiens représente 58% du PIB. L'agriculture, c'était le pays essentiellement agricole, ne représente que 17%. L'industrie ne représente que le quart, 25%. Et plus de 50%. Les services, et la moitié des services, c'est du commerce. Donc ça justifié par l'argent qu'on va parler là. Donc quand on regarde le taux de croissance de l'économie haïtienne, cette économie-là qui vient des migrants, elle a augmenté en termes réels de 4% par année. Donc pour nous aider les gens qui sont capables de perdre, les pailles de PIB, ce n'est pas offre totale là, c'est une offre interne. Voilà. Donc nous sommes obligés d'ajouter ça qui sorti de dehors. Ça qui sorti de dehors. C'est PIB à plus gros, importation. Aussi gros que ça qui régénéré dedans. Donc qui veut dire que importation qui ça supporte ces transferts là qui ces transferts là qui fait que importation en fait. D'ailleurs pour et au lié service là à importation que bien sûr puisque importation c'est pas le tout de ou dit ou pas l'importe on va mais pour importer pour consommer l'économie faut qu'on ait manutention dans port là faut qu'on mène importation faut manutentionner le poisson équipement pour créer faut transporter sur les lieux de consommation pour une opération de commerce qui fait. Ma bon chiffre pour comprendre ça. Il y a 3 millions de personnes en Haïti à peu près, un petit peu plus, qui ça la force de travail occupée d'Haïti. Combien de personnes pensent qu'ils travaillent dans le secteur formel? C'est-à-dire que dans le secteur formel, l'État, secteur public, plus le secteur privé. Si il y a 600 000 personnes, il y a des bons millions. Reste gens qui 3 millions moins 600 000 personnes. Quand on pense à travail. Ça revient encore au secteur tertiaire. La grande majorité des gens, c'est dans les petits commerces, c'est dans les micro-entreprises. Je parle de microfinance. Qui ne donne pas une valeur ajoutée extraordinaire. Mais il n'y a pas de valeur ajoutée extraordinaire. Là, on prend chaque monde en particulier. Mais là, on prend 2 400 000 personnes. Nous avons peut-être 1 million de gens qui sont dans le commerce. Bon, ou on a l'autre quantité qui est dans l'autre bagaille, qui est dans l'autre service. Mais ça, c'est des revenus qui génèrent, qui pas dans le PIB. Qui dans le PIB, oui? Oui, oui. Il y a dans le PIB, mais on oublie, là, on a parlé de PIB ou de production. Attention, lorsqu'on fait une opération commerciale, ou lorsqu'on travaille dans l'État, on a un PIB à tout. C'est une économie tertiaire. Et cette économie tertiaire, on oublie ça. C'est elle qui génère les taxes de l'État. Pour qui ça? Parce que PIB, c'est lui qui finance l'importation. Soit $1, on ne peut pas importer. Ce qui donne les mais l'orgue importation, c'est taxe importation qui pique gros sous. C'est ça. Importation que tu as payé dans le. Et ça fait la douane vidéo aussi important comme ça. Eh ben voilà. Donc, on fait une liaison pour nous de offre globale là avec importation voilà. Beauté, qui est lié à secteur tertiaire là et qui vient de bonne importance au niveau valeur de maintenant, la douane. Le revers de la médaille, qu'on a valeur de 2023. L'on dit que le PIB a baissé de 2%. Toute l'agriculture. L'agriculture a baissé de 5,6%. C'est un gros bagage. Effectivement, ça c'est un problème lié. On a tourné sur le tourisme pour montrer que le tourisme a aidé à corriger ça.
n'a tourné sur le tourisme. Mais l'agriculture, tout le monde a parlé d'agriculture, focus sur l'agriculture. Ma bonne nouvelle. L'on prend variation PIB Haïti. Et d'ailleurs, vous comparez 2023 avec 2022 pour gagner un sac produit pendant l'année 2023. Moitié baisse PIB, c'est dans le secteur service là. Moitié. Donc, c'est le cas, oui, là, dit 5,6% baisse l'agriculture. Alors, regardez le secteur service là, il y a à peine 2%. Si je ne me trompe pas, je ne me trompe pas exactement, mais c'est parce que je me fais quoi chiffre là. OK? Mais 2% baisse commerce là, il a affecté un secteur qui représente 58% PIB. Donc, ce que veut dire que le résultat pratique, c'est que l'on regarde côté nous perd du valeur ajoutée. Mais c'est plus dans le commerce là que nous perdons passer dans l'agriculture. Et en fait, les chiffres sont là. Le secteur primaire, contraction de 5%, le secteur secondaire, à peu près de 3%, et le secteur tertiaire de 2% et 2,3%. Mais 2% secteur tertiaire, il est aussi gros que 5% plus 3% industrie. Exactement. Et l'industrie a deux bagages. Il y a une manufacture, mais il y a une construction. Tout le se met ensemble. Baisse pendant l'année 2023. Il est pipiti, légèrement pipiti, que baisse le secteur service là. Donc c'est ce secteur service économique. Et le secteur ça dépend énormément de transfert diaspora. Un peu merci pour lumière ça, parce que je pense que c'est capable de rétablir tout le débat qu'a fait sur la contraction PIB. C'était nécessaire. Nous avons suivi le troisième grand rendez-vous économique là. Et nous passons plusieurs ministres, nous passons plusieurs gouverneurs, mais monsieur ça s'est déclaré pour le secteur privé en général. Donc c'est un grand plaisir pour Lumière ça pour nous capable d'analyser. Nous allons prendre un petit pause dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Le rendez-vous économique de l'année est toujours un plaisir de recevoir Pierre-Marie Boisson qui toujours vient avec des petites surprises et des grandes surprises pour nous en général, que nous avons analysé international ou national là. Débat, comme nous connaissons très bien ces jours-ci, sont affaires de contraction de l'économie et Pierre-Marie Boisson se développe une série de positions qui est extrêmement intéressante. En fait, la Banque mondiale est tellement important ce transfert que nous avons analysé là, et aussi côté, nous sommes capables de dire précision, ça illustre si bien. Il y a gagné un observatoire qui a suivi ce qui a passé le transfert au niveau mondial. L'Inde, c'est le premier pays à plus de 100 milliards de dollars américains. Et le Mexique, à côté de nous, qui est connecté à l'économie américaine, qui retrouve dans la position. Ça. Énorme. Et je dis, voilà que Haïti, nous ne pouvons pas ignorer le reste du monde. Parce que si nous regardons l'intérieur de l'économie haïtienne, ça veut dire que les PIB, nous voyons ça qui a passé là-dedans. On dit pays pas bon, mais il n'alimente pas ça. Et je dis, même le développement indicateur, au lieu de parler des IDE, investissements directs étrangers, il faut parler de ID, à savoir les investissements de la diaspora. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est go parole. Pierre-Marie Boisson, comment pour 3 milliards, qu'on avait 4 milliards de dollars américains, qui entraînent dans l'économie, on se donne l'information, on dit que on regarde les croissances, c'est presque qu'un économie. D'ailleurs, les chiffres sont là. On a un budget de moins de 2,5 milliards de dollars américains. On a l'aide internationale aujourd'hui, 70 milliards de gouttes, donc ouais, c'est très peu d'argent. Tandis que, bon, on prend tous les dépôts dans le système bancaire haïtien. Ce n'est pas 5 milliards de dollars américains. Jamais. Donc, lorsque tu as presque la garantie d'avoir 3,8 à 4 milliards de dollars américains, donc comment pour nous être capable d'arriver transfert ça au lieu d'alimenter importation pour nous dans l'activité de l'entreprise pour que nous fassions une croissance qui semble pas négliger ça capte de ou se parler de touristes là, que peut-on faire? Après c'est gros débat, pas un problème, question un petit peu bagaille donc non, ça c'est question quitté ça. C'est question qui excite moi. Oh, son débat que moi répondre et que moi participer en pile côté. Mais faut me dire la vérité. Non, ou pas qu'à réorienter. Ou qu'à réorienter dans une petite portion là-dedans qui était dans le système bancaire. Pour qui ça? Parce que pas gagner une simultanéité entre entrée de là avec dépenser là. Donc l'argent séjourne en Haïti pendant un certain temps. Parce que faut que comme la rentrée, faut que le passe nos maisons de transfert, faut maison de transfert la payer moun. Il faut changer la goutte, il faut l'acheter bien, et l'acheter bien pour rentrer en Haïti. C'est ça, la maison elle-même pour décider où stocker
Donc, ce transit que fait l'argent, c'est les dépôts en dollars. C'est ça que les dépôts en dollars là. C'est-à-dire que le fait que comme la entrée, il n'est pas ressorti même jour l'entrée, donc les retenus dans l'économie, il y a une partie substantielle là-dedans qui pas circuler en cash, qui retient dans le système bancaire là. Donc ceci devient une ressource du bilan des banques qui est disponible pour faire crédit. Donc, c'est quantité ça qui est capable de gagner une politique publique qui incite les banquiers pour faire des crédits à des secteurs qui gagnent un caractère noble. C'est-à-dire qui est important pour l'économie, comme le disait le gouverneur de la Banque centrale. Oui, des crédits à l'exportation, des crédits. Mais attention, on ne peut pas décider pour l'économie qu'on peut faire banquier investir dans des secteurs bien déterminés. Même si on baille des cadeaux. Par exemple, toujours comparer ça avec une crème à la glace. Moi, j'aime une crème à la glace. Mais attention, si je prends une crème à la glace, je vais veiller aux mains, je vais une accumulation de sucre, je vais un diabète, je vais mourir. Parce que crème est bon, il est bon dans la bouche. Mais il n'est pas nécessairement bon pour l'estomac, mais pour le corps. C'est même pas analyse coût-bénéfice. Ouais, crédit, ouais, je dis ça, je suis banquier. Même du crédit, c'est dangereux. Parce que sous fonds crédit, pas bien calculé, est-ce que mon n'a pas payé ou pas un paquet de monde qui pas payé? Et me pral profiter. Provoquer. Bon chercher thème réallocation pour mettre par exemple comment les acteurs de production capables de suivre ce signal là, un bon signal. Il estime que 1,4 milliard de dollars américains qui a acheté produits en République dominicaine. Comment pour nous regarder une série de produits que nous sommes capables de faire local et, vous êtes parlé de banque, attirer ce montant vers la production? Non, ça, au cas fait, que vous avez un transfert, vous avez un transfert. Oui, mais c'est pas. Si je un producteur, me dit, mais marché, 1,4 milliard de dollars là. On n'a pas les nombres très simples. Regardez que ça va acheter. Je ne pas les très simple. Si vous voulez que l'argent haïtien, que c'est l'argent généré par PIB, c'est-à-dire généré par, ou t'as une grosse production, par exemple, agricole dans le pays. Donc, Mounio gagne comme, parce que Mounio a un revenu, et puis revenu a fallu le dépenser. Que c'est comme ça qu'on dépense pour acheter bien, quoi parler là, qui vient de République dominicaine ou d'Haïti, ou bien que son cob qui vient d'un touriste, qui n'est pas rien pour la production pour là, lui juste pour un avion, le voyage, il vient en Haïti, il dépense. Que c'est PIB qui généré, que c'est touriste qui généré, que c'est transfert que vous voyez, cadeau qui généré, c'est même logique que n'a possible, que quoi parler là. C'est-à-dire que ça n'a pas rien pour voir avec map, quoi transfert comme une ressource pour faire investissement. Non. Sous fond paquet de politiques publiques ou rendre l'économie haïtienne compétitive, et là, je vais tout changer à voir, oui. Vous connaissez ça? Certainement. Je vais un petit fleur au gouverneur, je vais un petit critique pour les tout. Parce que moi-même, je pense que ce n'est pas nécessairement subvention par les taux d'intérêt, par le crédit. Le crédit, ça va être dangereux. Parce que même si je suis banquier, moi, je veux assurer que je paye des déposants, que je n'ai pas de problème à déposer. Il faut me veiller pour ne pas financer un monde qui n'est pas capable. Or, si on finance un monde qui est dans un secteur noble, mais que le secteur, ça, par ailleurs, n'est pas compétitif, on n'est pas capable. Ce n'est pas la bonne volonté, c'est la capacité. Et c'est arrivé. Je ne vais pas citer non. Mais il y a de ces investissements que la Banque centrale a subventionnés qui ont un problème. Et m'a dit mieux, si vous voulez que l'économie produise, vous avez besoin de garder des transferts. C'est une bonne idée. Vous connaissez que le transfert en République dominicaine aussi gros que le tourisme? Oui. C'est 10 milliards. Mais en fait, c'est 10 milliards. Il a publié récemment. Qu'est-ce qui explique qu'il y a une population qui est aussi importante dehors que Dominicains? Après, on a 4, Dominicains en 10. Bien content de ce chiffre. Parce que la réalité est que la productivité du Dominicain, le type de Dominicain qui s'en va là-bas, génère plus de revenus aux États-Unis que ton Haïtien qui s'en va là-bas. Donc tu es au niveau de capital humain. Capital humain. Au niveau là de faut investir dans l'éducation même pour Haïtiens qui pâti. Absolument. Mais même bral plus loin avant. Son différentiel de 6 8. Bral plus loin avant. Le même indicateur, les mêmes politiques publiques qui vont favoriser la production
vont favoriser aussi que vous avez plus moun, ou avez plus de bénéfices qui viennent de transfert. Moi, qu'est-ce que c'est qu'un migrant qui envoie de l'argent en Haïti? Les gens qui sont en Haïti, qui s'allient, sont exportateurs, oui. Exportateurs. Même genre touristes. Touristes, c'est exportation de tout. Même tout dit ça. Touristes, ouais, touristes. Différence qu'il y a entre une exportation textile avec on doit exporter un textile avec on doit exporter un touriste, c'est que textile c'est même côté à aller, il va dans États-Unis États-Unis va l'acheter soit voyeur. Et puis acheter le l'acheter là, il va valeur ajoutée en Haïti. Mais touriste c'est un monde qui États-Unis qui jodi a le revenu par tête des États-Unis et 76 700 $ par tête, donc ils sont riches. Et brusquement, il y a des gens qui ont envie de visiter Haïti. Et puis ils entrent en Haïti. Ils entrent en Haïti, ils allent dans l'hôtel sur la côte des Arcades. Est-ce qu'on imagine combien de bagages ils ont acheté? La proportion à consommer. Que l'ouvrier qui travaille dans la sous-traitance n'a pas acheté. Parce que la touche un petit salaire. Mais les gens qui rentrent en Haïti, qui viennent dans la chambre de Cameroun, qui viennent dans la chambre de Moulin-sur-Mer, sont là qui ont pour l'acheter. Manger 3 fois par jour. Et bon manger. Avec toute émotion que il va l'acheter des 7 euros. Il ne va pas acheter du riz seulement. Il va l'acheter dernier bagage qu'on gagne. Si vous capable de fournir ça, l'agriculture en forme. Le fini, il va gagner, il va bien dans la mer, il va une série de petits bateaux qui viennent à côté, qui vendent au mar. Petits bateaux qui vendent au mar, c'est pêche qui va simuler. Le fini, moun ça va aller, il va jouer une série de monde qui sont des artisans. Pays d'Haïti connu pour cette qualité de créativité. La population haïtienne est connue pour une population qui produit des artistes. Mais qui dit artiste, dit artisan. Les gens qui viennent là, ils peuvent l'acheter, ou peuvent développer l'artisanat là, ou peuvent créer un emploi dans l'artisanat. Ou peuvent créer un emploi dans la musique. Parce que le monde de Cameroun, il peut pas aller chaud. Le monde l'a consommé. Il remet parce que bon minute jazz cap veut pour lui. Regardez ça passe dans le week-end. Bon. Non, ça me développe. Ce que moi je veux dire, c'est que les politiques publiques qui vont stimuler la compétitivité de l'industrie haïtienne, il y a la politique de change. On a revenu sur ça. Non, et pendant de parler de sujets, ça a des potentialités. Imaginez les gens qui vivent dans la zone de Cameroun aujourd'hui, qui vivent de ressources qui depuis peut-être 2 ans là, s'il n'y a pas quoi dans Biden, dans qui est allié de l'absence de Biden, ça vous le dit. C'est l'inverse qui se produit en quelque sorte. C'est presque un millier de familles. Je pense qu'il y a presque 7 ou 800 000 familles qui perdent du emploi là. Yep. Qui perdent du vraiment vivre. Donc, mais encore une fois, pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas les transferts que vous regardez? Parce que le transfert, c'est le premier consommateur qui recevoir. Là, c'est le monde qui part avec l'autre là. Mais monde ça, 50% ça va recevoir. Il va le manger. Il va payer l'école avec elle. Il va payer le transport avec elle. Il va payer un paquet de choses. Donc, on ne peut pas dire ça, ça va le faire comme là. Par contre, l'entrée comme ça, que ça va l'acheter, manger le l'acheter, il fait d'une façon telle que l'industrie manger en Haïti est compétitive. Au lieu qu'elle prenne l'acheter bien importé, la acheter bien local. C'est dans la politique publique qu'on parle. Est-ce que vous voulez forcer les gens à transférer à dépenser tel genre? Non. Ou à dépenser le genre. Mais il faut faire en sorte que... Ça, c'est pas de consommation. Mais, est-ce qu'on n'est pas d'accord avec tout qu'il y a un volume de capitaux? On prend les mieux lotis, les médecins, les ingénieurs, les avocats, qui, dans la diaspora, qui parfois presque absorti par la retraite, ou encore qui ont prime travail, on ne parle de concept là, investissement de la diaspora. Ah oui. On prend condition d'améliorer, Jean-République dominicaine n'a pas tiré par de là. Pour un investissement émotionnel. Tu vois? Mais attention, encore une fois, on prend un débat à côté de l'IA. Sous ta dans la diaspora, quitter Haïti, ou fuir Haïti. Ou fuir Haïti, la plupart de nous fuir Haïti. Ou arriver à joindre un petit bonheur dans le pays. Ou accumuler un petit cob, ou aller prendre retraite. Ou on vu biscorne d'Haïti. Ou on vu d'Haïti qui est influencé par Haïti qu'on quitte. Donc, il faut nous faire effort pour nous faire pays, offrir diaspora une sécurité
pour l'investir. Et il y a une diaspora qui investit en Haïti. Oh, bien sûr. Mais il faut que le problème n'est pas de viser la diaspora, de dire, ah, mon cher, comme c'est haïtien, non. C'est pas parce que c'est haïtien qu'on va investir. C'est un investisseur après tout. C'est un investisseur comme un autre. Donc, les politiques publiques ne doivent pas discriminer une affaire de transfert. Il faut que le transfert soit capable de faire ceci ou bien il faut que l'haïtien soit capable de faire cela. C'est le paquet de politiques publiques. Vous créez un environnement. C'est vers la compétitivité. Un bon exemple. Je ne vais pas dire rien, je ne vais pas dénigrer personne. Une ville qui a une activité semaine, ça, c'est le Cap. Mais il y a des gens qui sont au Cap qui disent, comme le Cap fait sale comme ça. Mais monsieur, si nous voulons faire tourisme, il y a un premier bail pour nous faire un budget de la République. Il faut nous faire ville propre. Il faut nous faire une police touristique pour que les gens soient disciplinés. Parce que le tourisme pas aimé que les gens qui mendier. Il faut qu'on arrange pour que sécurité et il faut qu'il y ait électricité pour que quelqu'un ait une vie nocturne. Parce que c'est dans la vie nocturne qu'on ne va pas le consommer. Entertainment là, l'industrie d'entertainment Haïti faut la donne. Nous avons une musique qui est très connue. Je regarde pendant là, je regarde un vidéoclip de mon capitaine s'est coupé cloué en Nigeria. Si, je ne vais même pas l'écrire. Très populaire et coupé cloué en Afrique. Donc, il y a énormément de productivité haïtienne qui sont gaspillées, de talents haïtiens qui sont gaspillés par le fait que nous ne pas orienter nous vers rendre nos industries attrayantes. Là, ça a diaspora investi la carrière. Mais ce n'est pas diaspora seulement, blanc investi la carrière. Tout à fait. Les politiques publiques sont pas. Et le tourisme, dans ce sens, est plus potentiellement rentable parce qu'il est plus connecté, dans la mesure où l'individu qui vient dépenser son dollar dans le tourisme, contrairement à la génération d'exportation qui est nécessaire, d'exportation de biens, l'individu, ça, il a une propensité pour l'acheter bien haïtien, c'est vous-même qui va vendre. Mais si tu t'arranges pour que cette personne-là vienne, elle trouve des villes propres, elle trouve des villes éclairées, où on peut dépenser le soir, il peut danser Zafem, il peut danser Tidjo, il peut manger produits haïtiens, il peut consommer des produits d'artisanat haïtien. Le plus gros exutoire pour l'artisanat haïtien, ça va être le tourisme. Ce n'est pas qu'on ne peut pas exporter. Mais aujourd'hui, messieurs, notre artisanat, qui est potentiellement très, même assistons là dernièrement, nous avons des produits extraordinaires de l'artisanat haïtien, des robes, des sacs, des souliers, etc. Mais qui peut acheter? Parce que si nous ne pas exporter, et puis exporter est difficile parce qu'il y a un transport. Et le transport est cher. C'est-à-dire que si tu installes, si tu fais croître les hôtels, l'industrie du loisir en Haïti, monsieur, nous avons pile là, nous avons l'industrie ça. Et c'est cette industrie qui fait le bonheur de la République dominicaine. Les chiffres sont là cette année, 10 millions de touristes. Ils ont atteint le chiffre 6 jours avant la fête de l'année. Et qui génère 10 milliards de rentrées touristiques. Donc on va ajouter 10 milliards de transferts. On va l'ajouter les montants. Et l'économie dominicaine n'a pas marché. Et là, ça n'a pas marché. On va trouver stabilité. Comme c'est nous-mêmes qui vivons bête passer dominicain. Tout à fait. Donc il y a un focus à faire sur la compétitivité des exportations haïtiennes, y compris le tourisme. Et si les exportations deviennent rentables, les jeunes de la diaspora sont des exportateurs. Les récipiendaires de transfert sont des exportateurs parce qu'ils génèrent des revenus en dollars. Donc si dollar a plus pouvoir d'achat, dollar, messieurs, ça a plus pouvoir d'achat, tu vas devenir moins pauvre. J'ai besoin de faire soft landing à l'émission. Atterrissage là vraiment pour montrer bon Dieu, mais ça PIB, c'est toute activité économique ça qui bon PIB. Pierre-Marie Boisson, notre invité, dans le troisième grand rendez-vous économique. Allez, ça me pense que va arriver sur nous très très bien. Et c'est un espoir pour que nous relancer l'économie pays. On a proposé dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Troisième grand rendez-vous économique de l'année 2024, janvier 2024. Nous sommes bien avec Pierre-Marie Boisson. Après le gouverneur de la Banque centrale et le ministre de l'économie et des finances, nous avons maintenant l'approche venant du secteur privé. Pierre-Marie Boisson, quand nous faisons un gros rallye là, et on atterrit pour Mounio et tout le concept PIB, importation en quelque sorte. Mais il y a un gros débat qui gagne dans le pays depuis quelques temps déjà, c'est particulièrement le taux de change. La République dominicaine, que nous parlons un peu de là, nous avons parlé qu'il y a 10 milliards de dollars américains de transfert contre moins de 4 milliards pour Haïti. Nous parlons de 10 millions de touristes qui entrent à la Cali. Vous avez expliqué ça, c'est un man que vous portez, puisque c'est l'argent qui débarque. Exportation est nettement supérieure à pas nous, qui a une réserve de change qui est extrêmement importante. La République dominicaine, nous sommes capables de suivre depuis quelques temps, il y a 5 dernières années,
Le dollar n'a pas jamais franchi la barre de 60 pesos pour un dollar. Covid, toute qualité choc que prend, il est arrivé à réaliser. Qui ça qu'a expliqué que tout de change là aussi stable en République dominicaine par rapport à nous-mêmes, nous à 130, donc nous deux fois plus en quelque sorte. La première réponse que j'ai pour toi, Oro, elle est très simple. L'inflation. L'inflation en République dominicaine, single digit, 4%. Donc cet indicateur est fondamental. Fondamental. Et pour une raison très simple, on parle le cas d'Haïti. Où l'inflation, je dis qui 22%. Mais une moyenne d'inflation sur une période très longue, c'est 10% par année. Sur une inflation de 10% par année, que le partenaire commercial, qui est les États-Unis, le gros partenaire commercial, il gagne 2% par année. Ça veut dire que chaque année qui a passé, tout est prix locaux. Donc, la construction, les salaires, tout ça a augmenté avec l'inflation locale. Mais pendant ce même temps, toute industrie qu'on a exportée, ou bien qu'on vendre en compétition avec l'étranger, ils même ils vendent un dollar ou bien ils remplacent le dollar. Par exemple, on a fait du riz, il est en compétition avec du riz Miami. Mais si du riz Miami lui-même, il augmente chaque année 2%. Ou même prix pour eux augmenter 10%. Ça veut dire que tes salaires vont augmenter à 10% aussi. Donc, ou pour avoir une situation permanente d'augmentation de tes coûts de revient, alors que le chiffre d'affaires n'a pas augmenté. Même genre. Pas squeeze, production pas compétitive. Même pour le salaire minimum là, qui est un reflet de l'inflation. Si nous remontons à 1980, 79-80, peut-être une augmentation du salaire minimum en Haïti. Le salaire minimum était 11 gouttes. 40 ans plus tard, 41 ans, bon, 42 ans, puis c'était en février 2022. Le salaire minimum que nous avons là, il était passé à 670 gouttes de salaire minimum ouvrier sous-traitant. Avait dit que vous multipliez le salaire par 62 ou par 61. Mais l'on multiplie le salaire par 61, en même temps, construction elle-même tout augmenté, parce que l'inflation a augmenté, prix locaux. Donc, qui ça qui vient niveau? Pour faire une usine, il faut payer le loyer. Payer le loyer veut dire si la construction augmente, le loyer augmente tout. Il faut payer main d'œuvre, c'est plus gros pour tout. Donc, le salaire minimum là, on ne peut pas payer, parce que si on ne peut pas payer les gens pour payer là, on appauvrir ouvrier. Bon, là, ça, on n'a pas d'ouvrier encore, il va dans Biden, pas vrai? Bon, même si on paye le salaire minimum là, il n'est toujours pas assez, oui. Mais au moins, on a dit que vous êtes protégé pour votre achat, monsieur. Mais si pendant une inflation élevée, parce qu'on a un déficit budgétaire élevé, et que pendant ce temps, on n'a pas augmenté le taux de change en fonction de l'inflation, qu'est-ce qui arrive? Ça arrive c'est que l'industrie elle-même, chiffre d'affaires en goutte, va augmenter moins vite chaque année que ses coûts. Au moins, il a disparu. Mais on est d'accord avec vous, puisqu'on a parlé de PIB, il y a une relation entre PIB qui est faible là, avec l'inflation qui a augmenté. Non, pas nécessairement. Pourquoi pas? Si vous du moins. Non, parce que ce n'est pas nécessairement production seulement. Le prix est une variable d'équilibre. Pour que les gens payent plus cher, il faut que les gens génèrent des revenus. Pour générer des revenus. Donc, si vous avez pendant le même temps, vous avez un PIB plus faible, ça veut dire que vous avez moins de revenus. Donc, vous avez moins de demande. Or, le prix, c'est une intersection entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que c'est là que la population doit demander bien que les gens qui produisent l'en vendent. Mais si la population elle-même est bas, la production n'est pas même faite. Il y a une croissance démographique supérieure à la croissance. Même si il y a une croissance démographique. Écoute, un combat est très simple. Haïti, toujours une production faible depuis 40 ans. Mais est-ce que pour autant, ou une production faible, ça, l'inflation est toujours élevée? Non. Il y a des années que la production était très faible, l'inflation est négative en Haïti. Je prends l'exemple de après Aristide Alé en 2004. Il y a une très forte inflation, année Aristide Alé.
Mais après ça, l'inflation est descendue très bas. Est-ce que ça veut dire pour ça que nous devenons riches? Non. C'est parce que la première variable qui détermine l'inflation, c'est la demande. Il y a des chocs d'offres. Il y a des moments, par exemple, quand l'année dernière, insécurité, port à bloquer. Les ports de la phyto, du bail, sont bloqués. Ou les matis sont bloqués. Donc ça veut dire que le produit agricole pas qu'à rentrer. Le produit agricole pas qu'à rentrer, le joindre, il a payé le plus cher parce que le rare. Donc les produits, automatiquement, tu as un choc d'offre, c'est-à-dire offre la vie limitée, produit a augmenté. Et d'ailleurs, la fameuse augmentation massive des prix du café pendant les années 70, qui était créée en prospérité en Haïti, qui était créée en prospérité en Côte d'Ivoire et en Afrique, l'idée du à ça, on gelé des plantations de café au Brésil. Ça a un choc d'offre. Mais dans la majeure partie des cas, sous fond série, sous 40 ans, sous 30 ans, quelle est la variable qui est corrélée avec les prix? D'ailleurs, c'est pour ça que la Banque centrale, c'est Wall. C'est parce que c'est la demande, c'est la quantité de monnaie qu'on produit. Dès que la quantité de monnaie ça a produit, il est trop par rapport à la croissance, production, bien ou inflation. Mais ce n'est pas une question de pauvreté qui crée l'inflation. D'ailleurs, la preuve en est si grande, on prend Haïti. Pendant la période d'après l'occupation américaine, de 1919 jusqu'à 1980, l'inflation pas jamais arrivé 10%. Vous dites peut-être quelques épisodes isolés qu'on a une inflation. Mais la majeure partie du temps, c'est pour ça que Kembe Goudlan a 5 gouttes pour $1 pendant tout le temps ça. Parce que dès que l'inflation a commencé important, mais ma bon petit secret dans la question, Antonio André était gouverneur de la Banque centrale de ça. Antonio André est une institution politique qui est la politique du visa. Et le visa. Il chèque l'État privé, il faut qu'en haut, il y ait un visa pour payer chaque l'État. Et bien, ça qui vient. Du valet pas payer fonctionnel, et puis du valet passer 3 mois, 2 mois, 3 mois, là pas cumulé à y. Pour qui ça? Parce qu'il n'a pas payé chèque. Mais c'est l'on paye chèque là quand même, ou vient créer monnaie. Monnaie, ça a une bon, ou sur quoi de monnaie par rapport à l'économique, pas générer bien, qui est bon inflation. Donc l'inflation n'a rien à voir avec le fait qu'on paye à pauvre ou riche. Donc si la pauvreté ne provoque pas l'inflation, l'inflation produit la pauvreté. Ah, ça, soit dit à son parole absolument correct. Si on va que l'inflation frappe, c'est les pauvres. Et pour une raison très simple. Le pauvre n'a pas les moyens de pression du riche pour fixer ses prix. Quand on est riche, qui a une grosse usine là, la produit que lui-même, c'est lui qui produit. Il doit varier le prix. Mais le pauvre, par exemple, le pauvre est un preneur de prix. Et dans toutes les économies au monde, ce n'est pas seulement en Haïti. Le pauvre est plus faible dans la chaîne de valeur. Le pauvre est plus faible et l'inflation frappe davantage les pauvres. L'inflation frappe les pauvres. Frappe tout le monde. Depuis PIO, il m'a bon mieux. On a pour retourner sur change, sur ça. Comment comprendre? Excuse-moi, je ne veux pas attaquer personne. Mais nous, on est côté où gagnons 32% d'inflation. Mais les gens qui sont dans la diaspora, qui recevoir comme diaspora, c'est $1 qu'ils reçoivent, pas vrai? Ils sont supposés recevoir $1. Mais ils changent à taux de change là. Donc, si le taux de change là augmentait moins que l'inflation, c'est exactement ça qui passait l'année dernière. Ça arrive les gens qui reçoivent $1. Les gens pour acheter, changer goutte, parce que 95% des gens qui reçoivent un transfert, dans la journée qui suit, ou bien leur toucher transfert, c'est goutte, ils changent la goutte. Leur changer la goutte, qui te change le taux, Banque centrale dit, taux de référence, taux, ils changent, ou bien même si c'est $1 recevoir. Parce que, puis voilà, il va dépenser avec ça, c'est un goutte lié. Donc, il y a allé, il change le dollar en goutte. Mais si on change le dollar en goutte avec une goutte qui augmenté pendant l'année de 117 gouttes à 132 gouttes. Ça veut dire que l'augmenté de, disons, 15%. Et pourquoi l'inflation de 32%? Mais les gens ont perdu du pouvoir d'achat. Même gens que exportateurs pénalisés parce qu'aucun $, ou pas tout $, qui représente l'inflation, il n'y a pas qu'à payer le salaire minimum, il n'y a pas qu'à gagner assez pour payer le salaire décent. Même gens qui ont recevoir un transfert, lorsqu'un béto ou ballon tout plus bas, les gens pour le payer, ça la paye à gouda pour le déprécier lui-même. On parle de combien de bénéficiaires potentiels qui gagnent? Je parle de même dans le système là.
les transferts des maisons officielles. Western Union, Unitransfer, CAM, etc. C'est 1500 transferts par mois. En général, mon cap vous transfert, vous un transfert par mois. Ça veut dire que si vous calculez que chaque transfert que vous le faites, une famille consommée pendant un mois, ça veut dire que 1500 personnes multiplié par 5. Ouais. Parce que c'est 5 personnes qui gagnent la taille d'une famille à peu près. Ça représente 60% de la population haïtienne vivant en Haïti. Parce que sur 12 millions de personnes qui vivent en Haïti, ça veut dire que si vous divisez par 5, il y a 2 400 000 familles. Si vous avez 1 million, Isma, c'est ça, vous gagnez 12 millions de monde, donc vous gagnez. La moitié serait 6 millions. La moitié serait 6 millions. Non, mais le faut faire diviser par 5 à peu près. C'est 1 million, Isma, si j'ai dit 1500, 1 million 500 000 monde. 1 million 500 000 monde. Tu as 1 million 500 000 familles qui vivent des transferts, qui reçoivent des transferts tous les mois. Donc, ceci qui fait plus de 6 millions de bénéficiaires. C'est 60%. C'est une petite comparaison. On n'a pas d'exportation. L'exportation, il y a 40 000 personnes qui travaillent, je dis à vous. Il y a 50 bon, entre 40 et 50 000 personnes, qu'on y a un peu plus. Donc, allons dire que à une époque, il n'y a pas longtemps, c'est 58 000 personnes. Mais c'est 1 500 000 personnes qui reçoivent un transfert. 1 500 000 personnes, ça, le taux de change n'est pas bon. C'est 1 500 000 personnes qui peuvent changer un goût dans le taux de change, et puis le pral qu'on a acheté, manger avec elle, manger a augmenté 30%. C'est ça lié. Donc on va tirer attention que vous avez perdu l'argent recevoir, le plus gros perdu encore, dommage, les va l'acheter encore. Mais bien sûr, le plus gros dommage d'un taux de change trop fort, c'est qu'il pénalise les récipiendaires de transfert. Mais il pénalise les touristes dans tout. Oui. Parce que le tourisme tout livre en dollars, et la compétition est plus dominicaine. Le producteur agricole, il est en compétition avec du riz importé miamien. Donc, toute l'économie marchande, c'est-à-dire qui échange soit des biens, soit des personnes avec l'économie étrangère, elle dépend pour sa survie de l'adéquation, ce qu'on appelle le prix relatif, l'adéquation entre le taux de change et l'inflation. Si l'inflation est plus vite que le taux de change, elle est perdue. Comme intermédiaire de la marché d'échange là, vous faites calculer déjà sur les 100 000 personnes qui quittent le Biden, ça est capable de bailler comme impact. Typiquement parlant, il y a 100 000 personnes qui ont laissé Haïti. Si toutes 100 000 personnes, c'était le même profil que la majorité des récipiendaires des familles qui reçoivent des transferts, ça représenterait d'ici un an environ 1 500 $ de revenus, 1400, 1500 $ de revenus par mois. Que le voyez 10% sur 10%, 10-12%, hein, 10% en moyenne, donc vous gagnez 150 $. Donc si vous multipliez 100 000 personnes par 150 $ par mois, il y a 15 millions, c'est ça, 150 par 100 000. Il y a 15 millions de dollars américains par mois. Il y a 180 millions de $ de transfert par année. Mais je ne peux pas dire ça parce qu'il y a des gens qui quittent, qui ont l'autre profil social, qui n'ont pas même propensité. Mais la majorité des gens qui quittent Haïti, c'est des gens qui sont de familles pauvres. Et même, je dirais même, d'après les études, une grande partie de ces gens sortent directement de la zone rurale. C'est pour cette raison, l'un des bénéfices des transferts de la diaspora, c'est que leur revenu est mieux réparti dans l'économie que toute autre source de revenus haïtiens. Par exemple, leur pays et exportation en Haïti, les revenus, les salariés des exportations sont des grandes villes. Ouanamet, Port-au-Prince, peut-être le Cap. OK? Ben, on me dit le Cap, c'est pas. Il faut regarder peut-être. Et pas le Cap, donc Caracol. Caracol. OK? Mais tandis que l'homme, on sort bombardé de police, il prend un bateau. Là, aux États-Unis, là, il faut à côté de l'ouest. Et bombardé de police, il faut. Donc, si on sort naïf, il faut le naïf. Donc, naturellement, dans le temps, il y a une tendance à ce que ces gens rapatrient leurs parents. Donc, si vous pas fait rien, si vous pas continuer vous aller, transfert après le tari. Parce qu'à partir d'un certain âge, les Haïtiens ne voient plus de transfert parce que les parents soit mourir, soit revenus la carrière. Et puis, il y a plus de pression dans la carrière. Parce que si vous commencez à devenir plus grand, il faut faire le son, il faut voir dans la discothèque. Donc,
il est prouvé qu'en général, quelqu'un qui a passé 30 ans, 31 ans, 90% là-dedans n'a pas fait transfert encore. Mais le fait que tu aies une natalité plus élevée en Haïti que là-bas, ça commence à baisser. Mais nous ne sommes pas une société vieillissante. Donc nous fournissons de la main-d'œuvre à une société qui est relativement vieillissante par rapport à nous. Relativement. Parce que les États-Unis ont ça de encore bon chez eux, c'est que c'est une nation de migrants. Donc les migrants leur permettent de maintenir quand même un taux de natalité plus élevé que... Même si tu as plus faible, même volume... Plus élevé qu'en Asie. C'est ça, oui. Même par rapport à l'Europe également. Yeah. Et on finit avec perspective, parce que 2024, prévision 0,7% de croissance du PIB. C'est pas beaucoup plus optimiste que le gouvernement, il prévoit 1% de croissance du PIB. Là, gros livre pour là même, avec l'environnement qu'il y a la politique qui soit. Ouais. 0,7, 0,8, 1%, ça n'a aucune sorte d'importance. Pourquoi ça me dit que ça n'a aucune sorte d'importance? M'exagère en disant ça, mais pour beaucoup, côté pouvoir d'achat, soit-il vraiment les transferts. Ces transferts par l'alimenter, 58% de services là. Ces transferts par l'alimenter, importation. Transferts par l'alimenter, les caisses de l'État. Or, nous faisons quoi là? Nous, grand pays États-Unis, où gagne 3 milliards 500 millions de dollars. Alors, 3 milliards 200 millions. OK? On fait un calcul, 3 milliards 200 millions. OK? 10% fort, 320 millions. 5% bord, 160 millions. Bon, je vais d'abord là, sous Biden, je vais d'abord 180 millions de dollars en plus. Avec du coup, on a 6% oui, déjà là. L'effet Biden, quoi? On a 6% déjà là. Or, nous pouvons compter combien de monde qui ne pas prendre aux États-Unis tout de suite, qui prend au Brésil, qui prend au Chili. Ça continue à être un flux. Ou bien, monde qui a immigré vers la République dominicaine, n'oubliez ça. Il y a un pile haïtien en République dominicaine. On attend les soirs, attendez. Donc, pour moi, mes prévisions à moi me donnent que les transferts vont augmenter de 8%. Et ma bonne nouvelle, si je regarde les 2 premiers mois là, par rapport aux 2 premiers mois de l'année antérieure, c'est 28%. Il y a une augmentation de volume. Et moi, je vois que décembre, là, pas mal non plus, beaucoup de chiffres pour toute industrie, mais comme moi, je ne compare pas de transfert. Je dis que pour moi-même, on parle d'une augmentation du même ordre en décembre. Il n'est pas prêté comme ça toute l'année. Hein. Mais si le transfert augmente 8-10%, non année, il peut alimenter le secteur service, il peut alimenter création d'emplois. Ça, c'est une. Deuxièmement, Haïti va recevoir plus de flux d'aide cette année qu'elle n'a reçu. Si, d'ici quelques mois, vous avez une mission grandée, pas oublier que le ministère ici, le budget ministère est 800 millions de dollars par année. 7 à 800 millions de dollars par année. De ça, il y a 200-300 millions de dollars que nous avons dépensé dans le restaurant, dans manger, dans ceci, dans cela. Donc, on a l'autre 200 millions de dollars ou on a l'autre 150 millions de dollars pour venir de ça. Le film parle de Banque mondiale, etc. Messieurs, moi, je suis toujours qualifié d'être optimiste. Donc, je ne vais pas mentir. Ton modèle de transfert que vous poussez net aujourd'hui à l'émission, pas sur tout autre chose, mais transfert là, et je me bien content de parler du reste du monde, parce que le reste du monde est un acteur très important et on a regardé l'importation que nous subissons dans l'économie, c'est le reste du monde qui alimente pour nous, non seulement en produits, mais également en dollars. Le prochain monde qui va entrer dans le palais national, là, parce qu'on les fait un président dans le palais. L'économiste en chef, il choisit. Pas de Dieu, pas de non. Bon, vas-y, continue. Selon l'hypothèse, nous, comme même qu'à refuser. Bien sûr. Il m'a pas lavé quand même. Économiste en chef de ce vainqueur, à partir du modèle transfert, ça, qui ça produit, ou bien proposer, pardon, pour le meilleur terme, pour nous capable d'avancer. La dernière partie. Premièrement, le seul fait de mettre la paix dans ce pays, le seul fait de restaurer un niveau normal de sécurité, pas oublier qu'on a des hôtels, je dis, qui sont déjà construits. On a toute la côte des Acadiens, on a pris Pétionville, qui a fonctionné à moins de 20% d'occupation. D'abord, qui ça, la croissance qu'on cherche pour lire. Écoute, bon, est très simple. À l'époque où il y avait un volume d'affaires normal du tourisme, le tourisme générait à peu près 500 millions de dollars par année de revenus par année. 500 millions de dollars qu'entrée, on dit là,
qui est prêt à acheter des biens haïtiens. En totalité, c'est-à-dire qu'il est prêt à acheter de la valeur ajoutée. Je dis à 100 millions. Ou bien 400 millions, là. Donc là, bon marche. Rien que un restaurant, la sécurité. Maintenant, je vais plus loin. Si je baille conseil, comme vous pouvez imaginer, je ne vais pas parler à président, je ne vais pas parler à mon banque centrale. Qui est même. Je dis, monsieur, on n'est pas là, non, monsieur. Nous ne pouvons pas continuer à quimber une monnaie alors qu'on a produit l'inflation à travers un déficit budgétaire monétisé. Vous la pique pour sortir dans le palais national pour aller Charles Sommer que pour aller plage fois. Vous pensez que c'est la Banque centrale pour aller avant quoi dans Charles Sommer? Même une tendance naturelle pour aller dans la Banque centrale. Oui, c'est là, ça me Donc, on peut parler. 2 janvier est bien important pour que 1er janvier? Écoute, si on est président de la République, je dis, il ne peut pas réaliser l'importance de l'institution, ça, c'est qu'il ne peut pas faire travail. Donc la Banque centrale. Mon cher, entre Banque centrale et le ministre des Finances, by the way, vous faites 2 belles émissions, monsieur. Il faut me dire que, faut me faire un compliment. Parce que, moi-même, je suis devant monsieur, m'écouter. Bon bête, bon bagaille. Mais si je parle à 2 personnes pour me relancer l'économie haïtienne, c'est 2 messieurs. Je fais dialogue, je fais voir là, amicalement. Monsieur, par exemple, je reconnais que le ministre des Finances fait un bail considérable, il y a une pile amélioration qu'il a fait toujours. Je dis ça, je ne sais pas si c'est dans le micro, métropole ou l'autre métropole. Je dis ça peut-être 30 ans ou 25 ans. Le développement commence par la douane. Moi, je respecte les douanes en pile. Ils font un gros effort là. Il y a un abus. Parce que même dans le secteur privé, il y a plein. Mais moi-même, je dis, le premier bail que je constate, c'est que le progrès là, et pour ramener stabilité change, je vais parler là. Oui. Donc, moi-même, je dis, combat pour avoir un bon taux de change, ce n'est pas un combat comme d'habitude, changer taux de change. Non, le premier combat, c'est lutter contre l'inflation. Et nous lutter contre l'inflation. On passe à l'inflation, c'est le premier côté de privé, et c'est le ministère des Finances, après ça, on parler. Mais, ça relève construire des villes propres, qui sont belles. Parce que nous avons un côté belle. Politique publique au niveau sectoriel. Politique publique au niveau environnemental, ramassage d'ordures, police, particulièrement police dans les villes, pour que les touristes puissent arriver. Électricité dans la soirée, pour que nous gagnions un pays qui travaille la nuit. Mon cher, là, un pile d'emploi. Voilà. Pierre-Marie Boisson. Est-ce que je me parle comme économiste en chef au moins de Banque centrale? Donc, on va aller presque jusqu'à ça, nous sommes capables de prix Nobel parce que nous sommes capables de dire the first best policy in the less developed country will be the monetary policy. Yes, parce qu'en général, quand on dit c'est first best policy, c'est politique et fiscale là. Donc, pour renverser. Non, fiscal est important. Fiscal est important, l'inflation. Si vous pas fixé, l'inflation est à dominance fiscale. Si vous pas fixé question équilibre fiscal là, qu'on va fixer par les recettes et par une meilleure utilisation de l'argent de l'État, ou pas d'inflation. Tout à fait. Pierre-Marie Boisson, moi, je crois que ça exagéré, c'est une des peut-être plus belles émissions qu'on fait. Mon cher, c'est un diplôme. Moi, je cherche un diplôme chaque année. Et je connais qu'il y a un paquet de monde qui prend le travail sur ça. Il y a un comité de monde qui prend le dire est-ce que l'émission est bonne. Donc, je ne vais pas couteau. Après. Voilà, chers habitants, grand plaisir. Pierre-Marie Boisson, qui est toujours disponible pour nous gracieusement pour chaque année. Il vient en 3e partie, mais il n'est pas dernier, mais il est bien placé après de premier. Et prochain rendez-vous, c'est pour France Duval qui va venir avec aspect politique question pour nous fermer la série des grands rendez-vous. Merci, ciao, à la semaine prochaine.